Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous avons beaucoup écouté des scientifiques et des économistes et des écologistes, tous qui sont aussi de grands humanistes. Mais comme nous arrivons à la dernière partie de notre première journée, je voudrais appeler un homme qui a été source d'inspiration pour beaucoup d'autres, qui a été en mesure d'exprimer les pensées les plus profondes de la nature humaine et l'a écrit avec un tel talent qu'il a reçu le prix Nobel de littérature en 1986. Wole Soyinka est un écrivain nigérian, un écrivain africain, un écrivain mondial. Et Wole a également été actif sur la scène nationale et internationale, puisqu'il a été défenseur des droits de l'homme, de la justice et des rêves auxquels l'humanité pourrait aspirer et ne pas se contenter d'accepter la situation telle qu'elle est. En 1994, il a été nommé ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO pour la promotion de la culture de l'Afrique, pour l'expression des droits de l'homme dans les médias, la communication. J'ai eu le bonheur de l'inviter pour qu'il vienne s'adresser à la Banque mondiale et il m'a dit, si l'on parle de dette à la Banque mondiale, qu'en est-il de la dette de l'esclavage et de ce que nous devons tous au continent africain? Nous sommes des amis depuis lors. Et lors de la préparation de ce symposium, je lui ai dit, vous allez vous présenter un peu comme la conscience du monde. Et pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore eu le plaisir de lire ces livres, je vous les recommande. Il parle du fardeau de la mémoire et de la nécessité du pardon. Et tout ceci pour nous rappeler que les victimes du passé, les victimes de génocide, que les victimes d'oppression sont là, mais qu'il y a aussi une nécessité de la part de la société à tourner la page et à se préoccuper des générations futures pour qu'il y ait un véritable équilibre dans la société. Donc lorsque l'on parle du milliard de personnes qui sont affamés, des milliards de la famille humaine qui n'ont pas à manger et de ceux qui n'ont pas voix au chapitre, je pense que je ne pouvais m'adresser qu'à lui, qu'il est certainement la meilleure personne pour nous apporter cette perspective humaine sur cette situation. Mesdames et messieurs, il y a accueillir M. Wole Soyinka. Vous m'avez exploité et manipulé pour que je vienne m'adresser à ce public. Je ne sais plus comment il a manœuvré pour m'amener ici. Je pense que l'idée lui est venue à l'esprit lorsque nous nous sommes rencontrés au Ghana, dans des circonstances plutôt festives. Et il m'a rencontré alors que j'étais dans un état très vulnérable et j'ai répondu oui, mais je ne me souviens pas de ma réponse. Mais au Ghana, c'est pas toujours que ça, avec un accès à la nourriture abondante
Et c'est au Ghana, au début des années 70, que j'ai reçu mon enseignement, que j'ai bénéficié d'un enseignement d'école primaire dans une école où l'enseignement est très intensif et où cela s'appelle surtout la pénurie alimentaire. Et ensuite, il y a eu des cours par correspondance sur la famine qui n'en finissait pas en Éthiopie. Et à la suite de cette expérience au Ghana, j'ai même été fortement impliqué dans un instrument très important à l'époque qui s'appelle Transition, où la conscience du monde se révélait. Nous avons peut-être tous expérimenté des moments où nous avions faim pendant quelques minutes ou quelques heures dans notre vie, mais nous n'avons pas eu l'expérience enviable de faire partie de la communauté où la question silencieuse dans la famille qui se transmet par le regard, c'est qu'est-ce que nous allons manger aujourd'hui. C'est au Ghana que j'ai connu cette instruction précieuse sur la fragilité de la chaîne alimentaire, alors qu'il s'agissait d'une économie très agricole et où l'on se penchait sur les questions de la fragilité des sols. Et je dois avouer que je ne pensais pas qu'il était possible sur le continent africain qui était si riche de légumes, de végétation et de fruits, sauf dans le désert du Sahara. Du moins, c'est ce que l'on a appris au cours de géographie. Je ne comprenais pas pourquoi il y avait une telle anomalie que la pénurie alimentaire. Et mes connaissances de l'agriculture étaient essentiellement académiques. Et c'était un sujet très sec, très inintéressant, qui parfois méritait des commentaires d'ordre général, non passionnés, comme d'autres sujets sociaux, comme par exemple la gestion des cliniques, des hôpitaux, le transport, etc. Parfois, la connaissance d'une certaine anomalie me touchait, mais elle ne provoquait pas une préoccupation quant à ces notions de réaction en chaîne qui conduisent soit à l'abondance, soit à la famine. Donc, pour ma première anecdote, en fait, cette intervention est une série d'anecdotes. Et il y a une baie avec laquelle j'ai grandi dans mon enfance qui s'appelle Anbayi. Et le goût sur la langue restait très longtemps une fois qu'on avait terminé de la manger. Et ce goût se portait même dans les autres aliments et de l'eau que l'on consommait. C'était la friandise favorite des enfants. Et donc, on cherchait cette baie partout. Après la fin de mes études universitaires au Royaume-Uni, j'ai observé que ces arbustes qui portaient les baies n'étaient plus aussi abondants que dans mon enfance. Et il semblait même qu'ils avaient disparu. Et mes craintes ont été plus que confirmées lorsque j'ai commencé à chasser, que j'ai pénétré plus profondément dans la forêt. Instinctivement, je cherchais cette baie sa rareté n'était visiblement pas due à l'urbanisation.
Et au début des années 60, je me suis retrouvée dans un avion assis à côté d'un ancien camarade d'école qui était devenu un businessman très important. Et puis, on a parlé de l'agriculture en général. Et au fil de la conversation, je lui ai parlé de mon étonnement sur la disparition de cet arbuste. Et il m'a répondu: un groupe d'experts d'agriculture des États-Unis, rattaché à notre centre de recherche, connaissait cette baie. À cette époque, l'industrie des bonbons et des boissons sucrées américaines cherchait des remplaçants pour les édulcorants artificiels, puisqu'on commençait déjà à le suspecter d'être cancérigène. Donc, ils ont pris ces arbustes, les ont plantés en Floride, où l'on pensait que le climat était le plus proche de celui du Ghana où il florissait. Le reste est facile à déduire. Donc, une nouvelle industrie est née d'édulcorants artificiels qui ont été remplacés, mais la méso originale de cette baie n'a même pas bénéficié des retombées de cette industrie. Alors, pourquoi cette plante a-t-elle disparu de la terre nigériane? Pour moi, cela restait un mystère. Et puis, je me suis retrouvée en exil au Ghana plusieurs années plus tard. Et j'ai été me promener dans les forêts voisines et j'ai commencé à chercher la baie magique de mon enfance. Et comme la végétation était assez similaire à celle du Nigeria, je n'ai pas trouvé de baie. Donc j'ai demandé si cet ami local avait rencontré ces baies dans son enfance. Et je lui ai dit: maintenant, même histoire, seulement cette fois, il avait participé directement à cette aventure internationale. Et c'était un biologiste qui travaillait à l'Institut Smithsonian de New York. Ces baies avaient été transportées à son département pour stabiliser le contenu extrêmement volatile en sucre de ces produits. Et ces nouvelles baies ont contribué à la production de ces produits. Je crois que j'ai été l'un des premiers bénéficiaires à utiliser cet édulcorant. Ensuite, j'ai appris par cette personne qu'une autre baie qui avait une teneur en sucre encore plus élevée avait été découverte et je pensais que cela permettait aussi de nourrir les autres gourmands du monde, y compris aux États-Unis. Et je me suis demandé si cette baie avait disparu de son habitat naturel. La terre de l'Afrique de l'Ouest est très importante. Il est donc impossible de dénuder complètement ce terrain et le priver complètement d'une culture. En tout cas, dans mon enfance, cette plante proliférait de façon très généreuse. Je n'ai pas un esprit qui considère qu'il y a un complot systématique dans tout. Cette théorie ne me plaît pas. Mais je me suis quand même demandé comment ce monopole avait pu se créer. Pour moi, cela reste encore un mystère. Donc, cela, on peut sucer toutes ces baies et elles sont très apaisantes. Et c'est une seule chose qui est une morale qu'on peut tirer pour les consommateurs de ces édulcorants. Maintenant, on peut se demander quelles sont les autres cultures sont aujourd'hui disparues pour des raisons naturelles ou pour des causes anthropiques et quelles autres vont disparaître parce que on ne connaît pas leur potentiel ou qu'on n'a pas conscience de leurs apports. Et ceux qui prennent les décisions sur le bien-être alimentaire des autres sont ceux qui bénéficient de cela sans connaître les ressources alimentaires
dans un pays et provoquer des crises de famine. Et donc, des travaux de recherche ont été menés à ce recherche. Et j'ai, pour ma part, étudié une partie de ces articles. Et l'un des articles est intitulé « Culture disparue en Afrique ». C'est que, en fait, les nations affectées par ces projets n'ont pas fait l'objet du moindre suivi. Donc, c'est Est-ce que c'est une réponse à la famine? Et en fait, les cultures qui nous entourent sur le continent africains et qui sont commercialisées sont plus que suffisantes pour nourrir la population. Et le problème est plus lié à des mécanismes de distribution qui eux-mêmes impliquent le rôle des technologies de préservation par la transformation, les associations, etc. Il y a suffisamment de production pour garantir la satisfaction et pour répondre aux besoins de quasiment la totalité de la population du continent. La seule chose qu'il faut, c'est une approche holistique à la production et garantir un accès abordable à la nourriture. Et nous sommes donc, je me suis rendu compte que sur le cas de cette baie qui avait disparu, cela posait beaucoup de questions et je trouve que il y a beaucoup de propositions qui ont été faites à ce sujet qui occupent l'esprit d'un grand nombre de responsables politiques, à moins que l'on puisse démontrer que la disparition de culture dans une région du monde est en fait la genèse de son apparition dans une autre région du monde, auquel cas il y a un problème de responsabilité criminelle. Sinon, il y a juste une question juridique assez intéressante qui se pend sur la question de la propriété des plantes. Et je pense que nos énergies devraient plutôt se centrer sur l'amélioration de nos connaissances pour stopper l'escalade de la famine, de mieux travailler sur la distribution des marchandises et de ne pas avoir des initiatives uniquement productivistes au détriment des uns et des autres. Voici un exemple encourageant. Le Nigeria a fait un effort assez important sur la culture de l'ananas et c'est quelque chose qui a été motivé, même si la région de Cross River, où se trouvent ces cultures, rappelle aussi que c'est la zone de production pétrolière du Nigeria, où il y a énormément de puits de pétrole, comme vous le savez. Donc en 1990, le nouveau gouvernement a essayé de trouver de nouvelles sources de revenus pour le pays en se centrant sur le tourisme et l'agriculture. Et pour l'agriculture, un certain nombre de propositions d'études techniques ont été menées et on a ciblé l'ananas. Et au début, le projet a quasiment capoté en raison de la non-disponibilité de compagnies aériennes nationales pour l'exportation des produits vers les autres marchés. On ne peut pas empiler l'ananas, sinon ils vont vite s'abîmer, se gâter. Donc, il fallait cibler les marchés étrangers, essentiellement l'Europe, où les consommateurs aiment l'uniformité géométrique des produits agricoles. C'est un peu
comme si on faisait tout avec de très jolies couleurs et des très jolies formes brillantes que l'on met en vitrine pour manger. Et il me semble que j'ai entendu récemment que finalement cela ne serait plus le cas, mais ça a duré une révolution en Europe. En tout cas, le gouverneur de l'État a décidé d'appeler une compagnie aérienne étrangère de façon à expédier tous les jours des ananas frais dans les meilleures conditions possibles. Cela soulève un point. Si cette armada de vol entre le Nigeria et des pays loin du continent africain, pourquoi ces vols ne sont-ils pas organisés dans le cas de crises alimentaires d'urgence en Afrique? C'est simplement une question de volonté, d'engagement et bien entendu de la capacité des leaders de faire preuve d'empathie avec leurs concitoyens. Et tant que les leaders africains, les leaders politiques choisissent leurs priorités en fonction de la possession du pouvoir qui sont à l'origine de conflits et qui vont induire une précarité et des situations de plus en plus difficiles pour la population, on va se retrouver avec cette lacune, cet abîme croissant de famine qui continue à appauvrir le continent. Il suffit de parler de Mugabe au Zimbabwe. Pensons aux réfugiés du Soudan, pensons à la RDC. Donc l'histoire de l'ananas est une belle réussite, mais maintenant la réalité est toujours différente. En fait, au bout de quelques années, ce programme a échoué avec je ne sais combien d'autres initiatives qui avaient été lancées dans d'autres pays du continent. Ces modèles prometteurs ont disparu. Tout ce qui reste, c'est post-mortem. Et parfois, c'est un exercice déprimant, mais aussi hilarant. Notamment lorsque je vais vous parler une fois encore du Ghana dans les années 70, où il y a eu des exemples très positifs, mais il y a eu des cas d'incompétence et de manque de vision et de clairvoyance, notamment dans ce domaine de la crise alimentaire avec des famines massives où l'on a pointé le doigt là où le bas blesse systématiquement. Donc, irresponsabilité, indifférence, corruption à des niveaux inimaginables. Et puis, il y a d'autres causes, bien entendu. Les variations climatiques, les guerres civiles, les déplacements de population, mais aussi une aliénation du leadership avec des notions théoriques et complètement fausses sur ce qu'il faut fournir à une nation. Et il y a eu le scandale incroyable d'un navire qui a disparu dans les années 60. Ça aurait pu être un épisode très lucratif de détournement de navires sur les côtes de l'Est de la Corne de l'Afrique en Somalie. En fait, c'est le sort de ce navire au Ghana qui était assez intéressant. Ça a eu des conséquences assez énormes puisqu'il a contribué à l'exécution d'un certain nombre de généraux lorsque Jerry Rawlings, un officier de la force aérienne, a fomenté un coup d'État et pris le pouvoir
Et en fait, un navire a disparu en pleine mer sans laisser de traces. C'était pas si évident que cela. En fait, c'est le cargo qui a disparu. C'était ce contenu qui a disparu. Et il s'agissait des noix de coco, qui était le principal produit d'exportation de ce pays, qui a disparu après avoir quitté le port de Takoradi. La rumeur au début était que le navire avait quitté le bateau, mais qu'il avait disparu dans la mer. Et même la Banque centrale dépendait du retour de ce navire. Et donc, on se penchait sur le sort de ce bateau. Et comme d'habitude, dans les cas de dictature, avec la censure, les effets ont été ressentis bien avant que les causes soient connues. L'économie du Ghana n'était pas aussi bonne qu'au Nigeria, qui bénéficie de ces puits de pétrole. En tout cas, au Ghana, c'est surtout la noix de coco. Mais à l'époque, la crise était telle qu'il n'y avait plus de médicaments, il y avait plus de véhicules qui circulaient, les professeurs d'université n'avaient plus de salaire, un certain nombre de professeurs, de conférenciers ont été obligés d'utiliser leurs véhicules privés pour des usages non conventionnels. Ils faisaient le taxi de nuit, en fait, et puis certains ont commencé à consommer d'autres aliments que les aliments habituels. Pour ma part, j'enseignais à Ghana, donc j'ai été le témoin de toute cette transformation. J'ai toujours aimé sur les marchés, m'y promener, où les mamas légendaires des marchés sont en train de crier, de présenter leurs produits. Et on entend toujours des interjections très spectaculaires. Donc, j'ai pu de première main ressentir ce qui se passait sur place, les mouvements, le bouillonnement de tous ces produits, toutes ces marchandises. Et en fait, j'ai pu voir jour après jour les produits disparaître avec les femmes qui maigrissaient de jour en jour. Et bien entendu, la classe moyenne et les consommateurs influents de la société n'étaient plus en mesure de s'acheter les bons produits, mais la situation des petits marchés locaux était encore pire, avec parfois des produits, le produit de base qui est le kenké, qui vient du maïs, avec des réductions très importantes de stock. Et les cultures traditionnelles étaient en train de pourrir sur pied dans certains cas. Et c'est comme ça que les cocos et les noix de coco également avaient disparu en raison de ces problèmes, notamment à cause des criquets qui avaient détruit une grande partie des cultures. Et là où l'élite faisait ses courses, où les fromages étaient importés, où certaines viandes fines se retrouvaient, les dindes, les poulets, etc., et les pains qui sortaient des boulangeries avaient disparu. Et en fait, des
containers qui contenaient des noix de coco avaient disparu. Pour ceux d'entre vous qui sont déjà allés en Afrique de l'Ouest, vous savez que l'on vend ces noix de coco toutes fraîches. Avec une machette, on la découpe, on met une petite paille à l'intérieur et les touristes peuvent se balader en buvant le lait de coco confortablement. Maintenant, les noix de coco se retrouvaient dans des containers réfrigérés pour desservir les supermarchés coloniaux. Et j'ai demandé pourquoi ces noix de coco se trouvaient donc dans ces containers, et il nous a dit il fallait bien qu'on mette quelque chose là-dedans, et peut-être certains de nos clients aimeraient avoir du lait de coco frais. Et même toute l'industrie agroalimentaire s'était arrêtée. Pas de signe de famine pourtant, mais toute l'activité s'était arrêtée. Les agriculteurs ne pouvaient plus travailler, donc il n'y avait plus qu'une seule chose à faire, c'était s'asseoir et regarder les produits pourrir. Le cercle vicieux qui avait été mis en place touchait le citoyen moyen uniquement par cet acte inconscient qui avait été puisé dans la source de revenus du pays. Mais parfois, ce n'est pas forcément la corruption qui est à l'origine de cela, mais l'avidité du pouvoir et l'idée d'expérimenter certains projets de façon radicale. J'ai encore un autre conte à vous raconter qui concerne le Nigeria il y a 20 ans. Les esprits des décideurs sont parfois très tortueux, mais ils sont parfois très catégoriques dans l'évaluation de certaines politiques et leur raisonnement est juste inexplicable. Il y a juste des ententes secrètes entre les entreprises et le gouvernement qui semblent prendre sens lorsque l'on essaye de comprendre la situation du Kenkey. Et puis ensuite, il y a le cas du pain dans sa version que l'on trouve au Moyen-Orient sans levain et le pain que l'on trouve en Europe avec levain. Cela jusqu'au propos de Marie-Antoinette qui avait dit « n'avait qu'à manger des brioches ». C'est quelque chose qui m'a toujours étonnée. Et Marie-Antoinette n'était pas méprisante lorsqu'elle disait ça, mais je pense que ceci est lié à une question de traduction et une question de fabrication du pain et des pâtisseries. Je ne sais pas si c'est du révisionnisme de ma part, mais en tout cas, malgré tout, cette pauvre reine a été décapitée, notamment parce qu'il y avait une crise du pain au moment de la Révolution française. Non, si le produit de base dans une société, que ce soit du makoké en Afrique de l'Est, du yoruba, la tortilla au Mexique, le pain ou la pomme de terre en Irlande, chaque société a son produit de survie, une sécurité qui est le baromètre du sens des responsabilités d'un gouvernement pour desservir sa population. Et dans ce cas, il s'agit du pain. Sous le prétexte d'inciter les Nigérians à utiliser plus des cultures vivrières, un dictateur militaire a voulu interrompre toutes les importations de farine et de blé. Les universités, les institutions ont été exhortées à trouver des solutions alternatives pour faire de la farine après de la cassave, des yams, des noix de coco. Ils ont été dans les laboratoires et ils ont produit quelque chose qui ressemble à du pain, qu'ils ont appelé du pain, mais qui, sur le palais des consommateurs, n'approchait pas du tout le goût du pain que l'on connaissait.
pour convaincre la population qu'il avait été très clairvoyant et visionnaire. On a donc décidé de changer l'industrie du pays, et des hectares de terre du nord du Nigeria, où on le trouve du millet, du sorgho, ont été transformés pour la production du blé, avec tous les gadgets que vous pouvez imaginer, en combinant des cultures et du matériel agricole moderne, etc., etc. Tout le monde était impressionné de voir toutes ces moissonneuses qui se baladaient dans les champs, et un certain nombre de personnes ont construit des grandes fermes. Et si vous allez sur l'autoroute vers Lagos, vous verrez qu'il y a des fermes aussi grandes que j'appelle l'éléphant blanc. Vous comprendrez la raison de cette référence. Et en fait, pendant des années, cette ferme est restée sans activité. Et ex-partner qui était impliqué dans ce projet, je ne l'ai pas vu fonctionner. Par contre, je me souviens de Port-Harcourt parce que les dictateurs ont des idées très étranges. Cette ferme a été déclarée officiellement ouverte par le dictateur une semaine avant l'interdiction de l'importation du blé de l'étranger. Donc, à ce jour, ces idées étranges restent un mystère pour moi. Et tout ceci a ouvert la voie à la bonanza suivante, c'est-à-dire le grenier à pain du monde allait être le Nigeria. Et certains se sont enrichis grâce à cette politique révolutionnaire radicale pour changer le goût des Nigérians. Il a simplement été décidé de fermer les boulangeries du pays et de les transférer au Bénin, en République du Bénin. Et ensuite, le pain a été fabriqué et cuit au Bénin. Ils étaient chargés sur des camions et réimportés au Nigeria à des prix qui avaient été gonflés. Et seuls les restaurants pouvaient se permettre de les acheter. Et même les riches et la population moyenne nigériane ne pouvaient plus s'acheter du pain. Et donc, au lieu de transformer le goût des Nigérians, les Nigérians n'avaient plus d'argent pour se nourrir. Mais en fait, bien entendu, ce sont les entrepreneurs qui se sont mis de l'argent plein les poches à la suite de cette décision. Les chiffres sont peu importants, mais c'est l'état d'esprit ici qui est important. Parfois, il y a l'idée de la séduisant de la modernisation à tout prix, ce qui conduit parfois à des mesures intenables. Ainsi, par exemple, l'idée selon laquelle des grandes exploitations sont la solution plutôt que les petites exploitations. C'est l'idée d'un très grand nombre de leaders politiques africains aujourd'hui. Et il y a aussi cette idée d'importation massive d'engrais chimiques dont les effets sur les sols font encore l'objet de débats. Et même il y a toutes ces méthodes aussi comme la rotation des cultures, il y a parfois les brûlures et puis les modes traditionnels de stockage, y compris les silos. Bien entendu, il y a eu beaucoup de campagnes sur l'agriculture dans le bush. Là, je suis juste en train de parler des brûlis traditionnels
qui produisent des nutriments naturels pour le sol et que les fermiers, les agriculteurs connaissaient bien avant que les laboratoires de recherche commencent à se pencher sur la question. Alors pourquoi ces pratiques ont-elles abandonné? Parce que des théories ont été adoptées par un leader politique ou un autre, théorie de la monoculture ou de changement radical dans la politique agricole en mettant en danger la population. Mais lorsque vous êtes en état de cachexie, vous savez que votre cerveau est également affecté. Donc cela met en danger les générations futures. Voilà ce qui arrive à un enfant lorsqu'il n'a pas accès à la nourriture, avec en plus des changements climatiques qui endommagent les terres, sans compter les invasions de criquets et autres éléments négatifs. Ensuite, il y a eu le cas de l'Éthiopie où des images ont été diffusées dans le monde entier où des enfants n'étaient plus que peau et os en train de mourir dans les bras de leur mère. Les signatures accusatrices de négligence pendant le règne de Haïlé Sélassié. Et ceci a aussi été la trace de migration de populations dans différentes régions voisines. En plus de mes obligations au Ghana, j'étais responsable d'un journal qui s'appelait Transition. Et j'ai réussi à parler de cette situation. J'ai réussi à organiser un dîner, un menu au palais de Haïlé Sélassié. Je l'ai imprimé en imprimant ces photos horribles d'enfants qui mouraient de faim. Mais ça n'a pas très bien marché. Ce qui marchait, c'était la musique de Bob Geldof. Et c'est là que nous avons réussi à rassembler les gens. Après, les généraux du Ghana, nous avons vu, bien sûr, ce qui s'est passé en Éthiopie avec leurs bras révolutionnaires et ce qui s'est passé du côté famine, qui a eu une incidence sur tout type de productivité. Ce que nous avons vu, c'est la continuité d'un schéma basé sur l'inaptitude des dirigeants. Dans ce cas-là, il s'agissait sans doute de l'échec des gouvernements pour nourrir leur peuple. La famine a suivi, allant de pair avec des solutions scientifiques qui n'étaient pas en fait appropriées à ce qui se passait sur le terrain. Et les fermiers ont parfois dû se spécialiser dans d'autres domaines, alors que les systèmes féodaux perduraient. Haïlé Sélassié a pris des mesures et malheureusement les Éthiopiens ont quasiment tous été menés à leur mort. Bien. Il ne sert à rien d'essayer de mettre en opposition la modernité et, au contraire, l'intelligence à petite échelle de ces exploitations. Il ne sert à rien d'opposer les démarches scientifiques et la superstition. Au contraire, ce qui nous intéresse, c'est qu'il nous faut tirer le meilleur parti des deux aspects. Regarder l'étude des sols, des cultures, les populations, des climats. Si, par exemple, même dans un cadre très réglementé, si, par exemple, les citoyens peuvent se déplacer librement au rythme de certains programmes, même si dans de telles sociétés, la nation
est soumise à des famines de taille, ceci nous montre qu'il existe un fossé entre la source première de l'agriculture et l'accès à la terre. Certains pays ne pensent pas à la production massive de nourriture et ne pensent pas obligatoirement à changer l'état d'esprit des citoyens, des intellectuels. Mais qui aurait imaginé de tels déplacements de main-d'œuvre dans l'agriculture qui amèneraient cependant à ces famines? Toutes les famines se suivaient et amenaient à des tensions et à des problèmes de sécurité. Bien sûr, nous savons tous que ce qui compte, c'est la poursuite des objectifs primaires de l'homme, c'est-à-dire de se nourrir. Les citoyens, je veux dire tous, même les travailleurs, qui suivaient des schémas prescrits par des textes et des documents. Malheureusement, en Afrique, certains leaders, certains dirigeants pensaient que tout ce qui se basait sur une société progressive du point de vue politique fonctionnerait partout, quel que soit le climat. Malheureusement, bien sûr, ceci n'a pas marché. Les modèles que nous avions se basaient sur des essais faits dans d'autres environnements où le climat et le sol étaient différents. En d'autres termes, ces modèles de production agricole peuvent venir, bien sûr, des besoins de culture de la terre, mais pas obligatoirement ces programmes, malheureusement, ont été impossibles à mettre en œuvre et les résultats étaient toujours les mêmes, c'est-à-dire impossibilité de faire quoi que ce soit. Les exploitants étaient tous aliénés, ne pouvaient rien faire sur leur propre terre. Certains programmes visaient à changer les productions de certaines communautés. Ces programmes étaient adaptés sur des principes socialistes, mais ceux-ci également ont échoué. Mais dans ce cas, certains échecs ont été des échecs qui ont été reconnus, en tout cas, par les dirigeants. Parfois, il s'agissait de propositions assez théoriques qui ne correspondaient pas aux mesures à envisager à la lumière des crises en Afrique aujourd'hui. Bien. Je crois cependant que nous pouvons regarder les choses qui sont plutôt positives. Il est certain que dans certains pays, sur le continent africain, il y a des efforts afin de restaurer certaines terres. Il y a eu des décennies d'absence et il n'est pas facile de revenir à un système plus positif. Mais que s'est-il passé? Vous savez, il y a eu une agriculture intensive. Il a fallu malheureusement déforester. Ceci a amené à une érosion des sols et l'équilibre climatique a été perturbé fortement. Cependant, il existe des solutions. Il faut toujours regarder l'aspect positif. Il y a des solutions, des choses qui ont été entreprises dans certains pays, notamment dans le mien. Ça ne marche pas toujours, mais au moins, ceci est prometteur. En tout cas, il s'agit d'une amélioration certaine. Au Nigeria aujourd'hui et en Afrique occidentale, nous voyons qu'il y a des mesures qui ont été entreprises.
La cassave, par exemple, peut être plantée un peu partout. C'est facile, vous plantez et ça pousse. À la première pluie, vous verrez que les tubercules vont commencer à se développer. À partir de là, vous pouvez en produire de la farine, vous pouvez en faire de l'amidon et vous pouvez également manger ces produits. Il s'agit d'une culture qui n'a pas besoin de haute technologie. Aujourd'hui, il y a des petits villages qui ont leurs propres exploitations et les agriculteurs se rassemblent, pour ceux qui ne sont pas morts. Bien. Je crois que ces machines ont leur mérite, ainsi que les méthodes traditionnelles. Mais, bien sûr, qu'en est-il des réfugiés à cause de toutes ces guerres qui ont eu lieu avant? Bref, les produits bien stockés peuvent durer longtemps, c'est-à-dire en cas d'urgence, il est possible de les utiliser. Cependant, attention, attention, il faut à l'avance vérifier le contenu de ces ensembles de stockage, notamment les silos de stockage. Parfois, ils sont réutilisés, mais pas à bon escient. Et j'en arrive à la dernière anecdote. Nous avons vu que le paysage agricole a bien changé en Afrique. Et l'on dit que la nature a horreur du vide, pardon. Et certaines personnes ont dû réutiliser les terres de façon particulière en Afrique. Et justement, même si le paysage s'est détérioré, et j'en suis bien triste, je dois dire que ces silos ne sont pas toujours bien utilisés. Lorsque j'ai écrit ceci il y a de nombreuses années, je ne savais pas que j'avais un peu raison. Comme je l'ai dit, la main-d'œuvre rurale s'est déplacée vers les villes pour profiter du développement du pétrole. Et il y a eu désertification. Cependant, les silos ont été réutilisés au moins dans 2 exemples. Et ces silos n'étaient pas remplis à ras-bord de grains. À l'époque, un général, Sonny Abacha, était bien connu parce qu'il pensait que la Banque centrale était son argent de poche, si je puis dire. Et l'un de ces généraux, cet homme-là, s'est dit qu'il pouvait faire la même chose à un niveau un peu en dessous. Et à chaque fois qu'il recevait à chaque fois qu'il détournait une quantité d'argent, il s'en prenait un petit peu pour lui. Et comme il était très intelligent, il a décidé de ne pas mettre cet argent à la banque. Il l'a fait, il a tout gardé chez lui et a tout stocké dans un silo. Et tout le monde était tenu au secret. Son fils a dit « Attention, un jour, le plus haut responsable de l'État va reprendre ton butin. » Bref, un jour, ce général est décédé à bord d'un avion. Et qu'a fait le vieil homme? Eh bien, le vieil homme a décidé d'aller à Abuja et il a demandé à voir le chef d'État pour parler de sujets très confidentiels.
il a eu ce rendez-vous. Le dictateur s'est dit, c'est peut-être une question d'aide, je ne sais pas, peut-être parce qu'il avait perdu son enfant. Bon, je vais vous passer les détails. Et quelques heures plus tard, une série de véhicules militaires sur les routes poussiéreuses s'est rendue vers ce village où il n'y avait que des chèvres et des ânes. Et le vieil homme leur a montré le chemin vers ce petit village reculé. Et le chef des villageois leur a indiqué où étaient les silos, et les silos étaient vidés de ce qu'ils avaient dans leur ventre. Ces silos avaient perdu leur ventre bien gros, et je ne sais pas quelle était la population de ce village, mais dans un des silos, il y avait assez d'argent pour nourrir beaucoup de personnes. Je ne sais pas combien de petites exploitations, combien d'exploitations cela faisait, mais un petit pourcentage de l'argent dans ce silo aurait pu faire fructifier de nombreuses exploitations. Donc, comme aurait dit Marie-Antoinette, dans ce cas-là, peu importe, ils peuvent manger de la brioche. Merci, merci. Il y a beaucoup d'humour là-dedans. C'est très humain également. Je vois aussi toute la sagesse profonde qui existe. C'est vrai, parfois, nous nous éloignons de ces cultures que nous devons protéger. En tout cas, je vous remercie, mesdames et messieurs, d'être là. Encore demain, nous allons reprendre nos travaux. Nous essaierons d'établir ce lien entre la sagesse traditionnelle et la science moderne. Nous essaierons également de réconcilier le meilleur des deux mondes pour justement couvrir ces sujets et pour nous concentrer sur ceux qui ont moins de chance. Je suis heureux de vous remercier encore aujourd'hui si vous êtes venus de loin. Je vous remercie d'être restés également. Et plus que toute autre chose, je souhaite remercier notre très cher invité, Wally.